Paris 1911. Les dernières années de la Belle Époque. Il y a de l'élan dans tous les domaines de la société. Dans l'art, la littérature, la musique, les sciences, la technologie, la politique, la mode. Été 1911. Le destin frappe à la porte d'André Courmont dans la personne d'un Islandais qu'il rencontre à Paris. André Courmont a la vingtaine. C'est un intellectuel d'une rare intelligence, promis à un avenir brillant dans les plus hautes institutions éducatives du pays. L'Islandais qu'il rencontre est sans doute Jónas Jónasson de Ripla, qui allait devenir plus tard l'un des hommes politiques islandais les plus importants du pays. André Courmont a alors 21 ans. Courmont est né en 1890, le fils d'un riche patron d'imprimerie de beaux livres et de son épouse, qui vivait dans le village de Varennes-Chenevière, sur les rives de la Marne, au nord-est de Paris. Courmont est un étudiant exceptionnel. Il obtient son baccalauréat à 14 ans, puis il étudie l'anglais et la littérature à l'université de Cambridge, en Angleterre. Il prend part à un concours national parmi 200 étudiants pour 12 postes vacants au sein des universités françaises et obtient la première place. Il est ainsi assuré d'obtenir une position de premier choix en France, mais il a d'autres intentions. Aller en Islande et apprendre l'islandais. 17 juin 1911. L'Université d'Islande est créée et dès sa première année, l'université propose un programme d'enseignement du français. C'est ainsi qu'André Courmont se retrouve chargé d'enseigner sa langue maternelle à l'Université d'Islande. Les habitants de Reykjavik ne sont alors pas plus de 12 000, et la vie à Reykjavik est très simple comparée à Paris. Mais Courmont se sent à l'aise dans son nouvel environnement. Ses cours rencontrent un grand succès, il est un professeur apprécié de ses élèves, qui sont de plus en plus nombreux. Très rapidement, il réussit à parler un islandais impeccable. « N'y avait-il pas un étranger avec vous ?» lui demande innocemment un agriculteur dans le sud du pays à la fin d'une longue conversation avec Courmont. Courmont enseigne à l'université pendant 2 hivers et pendant ce temps, il parcourt l'Islande de part en part. Il est épris de ce pays, de ses habitants, de sa langue et des chevaux islandais. 1913. Il doit retourner en France pour s'acquitter de ses 2 années de service militaire. On le fête lors d'une grande célébration où il est honoré de cadeaux, de discours et d'un poème de louange. Et le gouvernement islandais lui octroie une bourse. 1914. La Grande Guerre éclate. Courmont n'a pas achevé son service militaire, il est envoyé au front. Automne 1915. Une bombe explose près de lui. Sa main droite est blessée, il perd la vue de l'œil droit. Il se rétablit en partie. Il est alors nommé directeur du département des actualités de l'armée. Il dirige ce service de traduction d'articles parus dans la presse étrangère qui traite de la guerre pour le quartier général militaire français. Début 1917. Le gouvernement français le nomme consul à Reykjavik. C'est un homme transformé, physiquement et mentalement, qui retourne à Reykjavik. La ville a beaucoup changé pendant son absence, et Courmont trouve que la cupidité a agrippé la nature humaine islandaise qu'il avait tant appréciée. L'État français avait fait construire la maison de Höfði en 1909 pour son consul en Islande, mais lorsque Courmont arrive à Reykjavik, son bureau et son appartement se trouvent dans la maison de Skálstígur, l'actuelle résidence de l'ambassadeur de France. Un travail immense attend le nouveau consul. Les autorités françaises achètent 10 chalutiers des Islandais et les Alliés achètent toute la nourriture que le pays est en mesure de produire. Ces transactions passent par les mains des consuls à Reykjavik.
En Islande, Courmont regagne l'utilisation de sa main droite et la vue. Il déclare que l'Islande et le cheval islandais lui redonnent la vie. Il est un passionné de chevaux et les soigne admirablement. Il possède des chevaux de grande qualité et reprend les habitudes de son premier séjour, parcourir le pays à cheval ou en voiture, partout où il existe des routes praticables. Il connaît les moindres recoins de la région autour de la capitale et il est à l'aise partout dans le pays, même dans les régions inhabitées du centre. C'est André Courmont qui donne le nom de Granne, voisin, à la cascade à côté de Haifoss, la haute cascade. 1920. Une adolescente de 15 ans attire son attention, Svanhildur, la fille de l'éditeur et poète Thorstein Erlingsson. Elle est très mûre pour son âge, intelligente, vive, belle. Courmont s'éprend d'elle et lui propose de lui enseigner l'anglais et le français, ce qu'elle accepte. Le consul est un excellent photographe et l'un des premiers à prendre des photographies en couleur en Islande. Il existe des photos de Svanhildur prises lors de leur voyage à travers le pays en compagnie de sa mère et son frère, ou prises à la maison du consul. L'astrophysicien islandais Thorstein Sæmundsson, fils de Svanhildur, garde 65 lettres écrites par Courmont à sa mère. Dans les dernières, il la demande en mariage, mais Svanhildur refuse. Octobre 1923. André Courmont quitte l'Islande pour la France, où une nouvelle fonction l'attend. 2 mois après son retour, le 11 décembre, il se suicide. Il avait 33 ans. Il est très regretté en Islande. Beaucoup affirment qu'il s'est tué par chagrin d'amour, mais Thorstein déclare que Courmont ne s'était jamais rétabli après la guerre et les horreurs qu'il avait vécues et qui l'obsédaient de plus en plus. Ses dernières lettres en témoignent clairement. En Islande, les grands poètes Guðmundur Friðjónsson et Stefán Stefánsson composent des élégies sur Courmont. 2 de ses anciens amis écrivent sur André Courmont des nécrologies superbes sur lesquelles ce texte est basé. Jonas de Ripla, son ami qu'il a rencontré à Paris en 1911, lui a consacré la une de sa gazette Tíminn le 22 décembre 1923, et le célèbre professeur Sigurður Nordal écrit une longue et émouvante nécrologie dans le numéro de janvier du magazine culturel Emreidin en 1924. Ces nécrologies décrivent en profondeur cet homme extraordinaire, ce Français devenu plus islandais que beaucoup des natifs d'Islande, un homme qui considérait l'Islande comme sa deuxième, voire sa première patrie.